Alors, nous allons continuer effectivement notre après-midi. Cet après-midi, le sujet de la première table ronde a pour objectif de préciser quels sont les écosystèmes et quels sont les liens entre recherche et innovation. Et pour parler de ce sujet-là, je vais inviter à me rejoindre sur l'estrade Cyril Marchand, le vice-président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Mallory Green, qui est en charge des sujets transfert, recherche, innovation, et le représentant du CRESICA. Est-ce que Laurent Louillier a réussi à arriver depuis le Medipôle? Je ne sais pas. Sinon, c'est Florent Olivier qui va me rejoindre. Et il me manque bien évidemment Monsieur Stuart Minchin qui va me rejoindre, donc le directeur de la communauté du Pacifique. Donc je vais vous pouvez vous installer. Alors, vous pouvez vous installer comme bon vous semble. Nous allons commencer par Cyril et Mallory sur les prises de parole. Et donc, nous avons ici plusieurs, vous l'avez vu, organisations, une université, la communauté du Pacifique, où Stuart va un petit peu nous présenter in English your real presence, the Pacific community and its role. Et donc, nous avons aussi donc, le CRESICA représenté par Florent qui va présenter finalement ce consortium qui réunit plusieurs organismes de recherche en Nouvelle-Calédonie. Mais avant cela, vous n'étiez peut-être pas là ce matin. We have a little surprise. Nous avons une petite surprise, c'est-à-dire que nous avons demandé à des invités internationaux de nous envoyer une petite vidéo. Et donc, pour introduire ce sujet entre innovation et recherche, je vous propose d'écouter la vidéo envoyée par notre invité. Salut, c'est Greta. Je suis ravie d'apprendre que dans le Pacifique, les chercheurs et les entrepreneurs travaillent ensemble. C'est comme ça que l'on booste l'innovation. Bravo. Ailleurs, c'est grâce à ces rencontres que des entrepreneurs ont créé des foufourches pour attraper des papayes. Ils ont mis des fraises sur des chevaux pour inventer les tagadas. Un entrepreneur a même réussi à faire comprendre à un chercheur que pour réduire le nombre de poussins dans un nid, il fallait juste qu'il en pousse un. Alors, à vous de jouer. J'ai hâte de savoir ce que vous allez produire de beau. On a quand même de la chance d'avoir Greta qui introduit cette table ronde. Donc, vous allez devoir effectivement enchaîner sur cette partie-là pour nous présenter quels sont en Nouvelle-Calédonie les liens qui sont faits entre nos organismes de recherche et cet écosystème de l'innovation. Pendant longtemps, on se disait finalement que ça travaillait un petit peu en silo. Est-ce que c'est toujours le cas en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les choses s'accélèrent? Donc, vous allez un petit peu nous éclairer là-dessus et je vais passer la parole directement à Cyril Marchand, vice-président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, qui sera secondé par Mallory Green. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à tous. Merci à la French Tech d'organiser cet événement. Je pensais parler après le DGOM. En fait, je parle après Greta. C'est beaucoup plus difficile, hein. Charlotte, là, je ne m'attendais pas à cela. Voilà. On s'est entendu avec Mallory pour faire une présentation à deux voix. Moi, je vais vous présenter le contexte et la stratégie de l'université pour développer des liens publics-privés. Notre stratégie, justement, pour développer de la recherche, pour qu'elle soit utile au développement économique et à l'innovation. Et Mallory vous donnera quelques exemples. Quelques mots déjà sur l'université. Nous avons 50 formations. C'est beaucoup pour une petite université. Pourquoi est-ce que nous avons autant de formations? Parce que d'une part, nous souhaitons répondre aux besoins des collectivités sur de la formation avec l'insertion immédiate, c'est-à-dire à Bac+3. Mais aussi et surtout, nous souhaitons répondre aux aspirations de la jeunesse calédonienne. Et nous avons beaucoup de nos jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études, soit dans l'Hexagone, soit en Australie ou aux États-Unis. Et donc, il faut leur donner cette possibilité-ci. Nous avons, en fonction des années, 3500 à 4000 étudiants, 600 diplômés par an. Nous avons plusieurs départements, économie, droit, économie, gestion, sciences et techniques, lettres, langues, sciences humaines, pour environ 260 personnels, dont 130 enseignants, enseignants-chercheurs. Nous avons un budget cette année de 6 milliards de francs pacifiques et ce budget, il vient à 97% en fait de l'État.
Nous avons plusieurs difficultés en Nouvelle-Calédonie. L'enseignement supérieur et la recherche sont des compétences de l'État, et donc les budgets viennent uniquement de l'État, sauf sur des formations spécifiques. Par ailleurs, il n'existe pas de taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage pour les universités hexagonales permet des rentrées d'argent conséquentes. Voilà. Donc nous avons beaucoup d'avantages, mais nous avons aussi quelques freins. Notre volonté, la volonté de ma présidente Catherine Riss, c'est de faire de Nouville une vallée des sciences. Nous avons réellement envie de créer un continuum entre recherche fondamentale, recherche appliquée, développement économique, transfert. Nous sommes persuadés en fait que les résultats acquis par les chercheurs, notamment les chercheurs qui travaillent sur la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou marine, peuvent permettre du développement économique. Donc nous avons beaucoup d'activités de recherche au sein de nos 7 laboratoires et nous accueillons également depuis cette année le pôle innovation et nous avons différentes structures sur notre campus qui peuvent permettre justement ce transfert, cette valorisation. Alors bien entendu, pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Nous sommes conscients que la Nouvelle-Calédonie a besoin d'une diversification économique forte et nous sommes convaincus que l'université peut jouer un rôle dans cette diversification économique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte du campus. Pourquoi une carte du campus? Parce que vous avez en rouge ici le bâtiment Sigma. Et le bâtiment Sigma, c'est la plus grosse infrastructure de recherche du territoire, 2500 m², dont 1500 m² de laboratoire, financé sur des contrats de développement. Nous l'avons inauguré il y a à peu près 5 ans et c'est réellement un laboratoire de pointe et nous n'avons rien à envier à des universités de l'Hexagone. Bien souvent, lorsque nous avons des étudiants calédoniens qui sont partis dès la première année, qui reviennent pour faire un master ou un doctorat chez nous, ils sont surpris par la qualité de nos infrastructures. À la fois nos bâtiments, parce que nous sommes une université récente, nous avons 30 ans, financée grâce au soutien de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons une direction d'infrastructure qui assure une maintenance de ces équipements, mais aussi et surtout parce que nous avons réellement des équipements scientifiques de pointe, aussi bien utiles aux géologues, aux entreprises de la mine, pour la caractérisation des minerais, des minéraux, des sols, mais également pour tout ce qui concerne la biologie terrestre ou la biologie marine. Donc des plateaux techniques avec des équipes support qui font tourner ces équipements. Et le lien avec les entreprises, comment est-ce qu'il peut se faire au sein de l'université? Parce que nous sommes conscients, en fait, nous avons un savoir intellectuel assez poussé, nous sommes nombreux à travailler sur ces thématiques, nous avons des infrastructures, comment faire le lien avec le monde économique? Alors, nous avons un club entreprise. Bientôt, oui c'est ça, c'est le 31 octobre, nous allons faire un événement. Nous invitons des entreprises justement pour parler de nos différentes composantes. Notre objectif, c'est réellement d'entendre, d'écouter, d'entendre, de reconstruire et de répondre en fait aux besoins à la fois des collectivités et du monde socio-économique, aussi bien sur nos formations que sur les activités de recherche. D'une manière générale, en Nouvelle-Calédonie, nous avons besoin d'espaces d'échange. On ne se parle pas assez, on le voit bien. Et donc, nous souhaitons que l'université, bien entendu, ce soit un sanctuaire, mais un sanctuaire au sein duquel tout le monde se parle. Les étudiants de toute ethnie, les collectivités, les élus, mais également le monde économique. Voilà. Potentiellement un rôle central. Donc, pour cela, nous allons organiser différents types d'événements. Nous avons aussi une fondation universitaire depuis maintenant 5 ans avec plusieurs mécènes. Un peu plus, nous avons pu créer cette fondation grâce aux évolutions de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, depuis quelques années, il existe aussi ce qui s'appelle le CRI, le Crédit Impôt Recherche et Innovation. Donc, c'est un dispositif transitoire de la DSF. J'espère qu'il sera pérennisé, on ne le sait pas encore, mais cela permet aux entreprises qui investissent dans la R&D d'être défiscalisées sur les montants investis, que ce soit en ressources humaines ou en équipement, notamment au travers du biais aussi des bourses CIFRE. Les bourses CIFRE, 50% sont payées par l'entreprise et 50% de la bourse est payée par l'État. Donc le jeune fait un doctorat pendant 3 ans au sein de l'entreprise avec un suivi d'un enseignant-chercheur et ça peut permettre du coup à une entreprise de diversifier ses activités. C'est une prise de risque qui est en fait soutenue par l'État et financièrement et soutenue par l'université, par des enseignants-chercheurs sur le plan technique. Donc on investit à moindre coût pour diversifier son activité.
Juste avant, on parlait aussi de Fab Lab. Nous avons un Fab Lab à l'université avec plusieurs imprimantes 3D, avec des découpes laser. Alors, bien entendu, nous ne faisons pas de business avec ce Fab Lab. Notre objectif, c'est de faire de la formation et d'aider les entreprises qui voudraient monter leur Fab Lab. Il est plutôt bien équipé et on a une association d'étudiants qui s'occupe aussi de le gérer. Les liens avec d'autres entreprises se font aussi au travers de notre dispositif Pépite. Le dispositif Pépite, c'est le dispositif pour l'entrepreneuriat étudiant. Donc, on a des jeunes qui suivent leur formation, qui s'inscrivent en plus sur ce dispositif et ils suivent des cours de management, de gestion le soir, donc en plus de leur cursus. Et ils ont 2 tuteurs pour mener à bien leur projet. Il y a un jury d'entrée et un comité de sortie. Et pendant 1 année, ils ont l'aide de 2 tuteurs pour développer leur projet. L'objectif, c'est pas que le jeune ait créé forcément son entreprise à la fin de l'année, mais c'est réellement qu'il ait le goût à l'entrepreneuriat et au développement de business. Bien souvent, sur nos territoires, chez nous, on a des jeunes qui viennent à l'université parce qu'ils souhaitent intégrer le fonctionnariat, une stabilité de l'emploi. Nous, on a réellement envie de leur dire à l'université, non, vous avez un savoir-faire, on vous apprend des choses. La Nouvelle-Calédonie est très riche, bien sûr, riche de son minerai, mais riche de sa culture, riche de sa biodiversité. Et il y a des business à développer. Nous, on va vous apprendre, vous accompagner à les développer. On va faire en sorte que vous ayez confiance en vous. Pendant 1 année, vous allez travailler et vous verrez que ça, c'est faisable. Voilà. Donc, c'est réellement le message que l'on souhaite faire passer à nos jeunes qui suivent le dispositif Pépite. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui nous suivent et qui encadrent ces jeunes et qui font des enseignements autour de ce dispositif pour la création d'entreprises. Actuellement, nous avons quelques entreprises qui sont accueillies sur le campus, soit pour du partage intellectuel, soit justement pour avoir accès aux plateformes analytiques. Donc, ce sont des entreprises innovantes. Mallory vous donnera quelques exemples tout à l'heure. Et puis moi, je suis premier VP, je suis aussi VP partenariat. Il y a plusieurs entreprises qui me sollicitent pour être accueillies sur une université. C'est normal, il y a du brainstorming, il y a de l'innovation. C'est un lieu où on peut faire des choses. Justement, c'est un lieu neutre, c'est un lieu d'acquisition de savoir et aussi de transmission de savoir. Et donc moi, j'aimerais bien les accueillir. Malheureusement, nous arrivons à saturation de nos espaces. Donc sur le contrat de développement actuel, nous avons demandé un bâtiment qui pourrait être le lieu totem de la biodiversité. Je vous en reparlerai un peu demain parce que je ferai une autre conférence demain sur les AAP France 2030. Et l'idée, c'est d'avoir un bâtiment qui pourra accueillir des startups locales, des grands groupes étrangers, justement autour de la valorisation de la biodiversité, avec des bacs et des aquariums au rez-de-chaussée, avec des serres en toiture et un accès direct à nos laboratoires. Ça pourrait également être un bâtiment qui sera accessible à nos jeunes qui sortent d'un master ou d'un doctorat, qui justement souhaitent développer leur business. Mais pour ça, il faut qu'ils conservent un lien avec les enseignants-chercheurs et avec les laboratoires. Voilà. Une dernière diapo, parce que je pense que j'arrive au bout de mon temps, Charlotte. C'est parfait. Alors, à l'université, comme je vous le disais, nous avons eu la chance d'être lauréats de très nombreux appels à projets de l'État, notamment sur des France 2030. Demain, je vous parlerai plus spécifiquement de l'appel à projet du projet Excellence. Donc, nous avons obtenu 15 millions d'euros de l'État sur 8 ans pour comprendre, valoriser et préserver les diversités biologiques, culturelles et linguistiques de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, la Nouvelle-Calédonie a été lauréate l'année dernière ou il y a 2 ans de l'appel à projet Plan d'innovation Outre-mer, PIOM. Plusieurs d'entre vous dans la salle ont travaillé sur cet appel à projet. Et nous avons, en partenariat avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces, des associations, le CRESICA et des clusters, développé un projet autour des systèmes alimentaires durables. Et ça aussi, c'est financé grâce à l'État sur le plan d'innovation Outre-mer. Et nous, au sein de ce plan d'innovation Outre-mer, avec la province Sud, nous avons en fait souhaité doter le CRESICA d'une cellule transfert et adossement à la recherche. Donc nous avons recruté Mallory, et Mallory, nous l'avons basé au sein du pôle innovation, parce que nous sommes convaincus qu'il faut une seule structure d'incubation, accélération sur le territoire, le pôle innovation, qui est aussi maintenant dans nos locaux. Et donc je suis ravi de céder la parole à Mallory pour qu'elle nous présente comment travaille le pôle innovation et qu'elle nous donne quelques exemples concrets sur ce que je vous ai dit. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis Mallory et comme l'a dit Cyril, je travaille à, accrochez-vous bien parce que c'est
faut s'accrocher, quoi. Je suis salariée de l'université, recrutée pour le compte du CRESICA, donc le consortium pour les organismes de recherche en Nouvelle-Calédonie, et en détachement fonctionnel au pôle innovation. Donc, en gros, je vais vous parler de ce continuum entre la recherche et le monde socio-économique et de comment la valorisation de la recherche fait le lien entre ces deux choses. Donc pour commencer, le pôle innovation, une petite présentation. Donc c'est un pôle qui a été créé en 2014, donc qui a 10 ans cette année. Ses activités, elles s'articulent autour de 3 grands programmes qui servent finalement à accompagner le développement économique par l'innovation. Ces 3 programmes, on a des programmes d'incubation, d'accélération et de transfert. Donc là, quand on parle de transfert, c'est en partenariat avec Pépite, dont parlait Cyril tout à l'heure, et c'est l'accompagnement des doctorants au monde, l'accompagnement dans l'entrepreneuriat des doctorants. Pour vous donner un peu une volumétrie des projets contractualisés au sein du pôle innovation, donc sur les 10 années d'existence, il y a eu 342 projets instruits. Et puis, il y a eu une sélection de ces projets pour présentation à un jury, donc présentation de 120 projets, et finalement un accompagnement de 92 projets. Donc, il y a vraiment un mécanisme de sélection ici pour avoir les projets les plus viables possibles par la suite. La roue qui est sur la droite ici présente les types de projets incubés au sein de l'incubateur, au sein du pôle innovation. On voit ici qu'on a vraiment un outil qui est multisectoriel, qui est vraiment généraliste, et puis c'est aussi un bon reflet des dynamiques d'innovation sur le territoire. Quelques chiffres encore pour vraiment illustrer les activités d'accompagnement du pôle innovation. Je vais passer rapidement, mais ce sont vraiment de bons indicateurs. Sur les 10 années d'existence du pôle innovation, c'est 350 millions de francs CFP qui sont passés dans les projets incubés. Là, on parle de subventions. Et quand on regarde le chiffre qui est à côté de 215 millions de francs CFP, là, c'est les levées de fonds qui ont été faites en 4 ans seulement. Donc on voit qu'on a un joli rattrapage ici en termes de capitaux en fait mis dans les entreprises ou dans les projets en tout cas. Ensuite, on voit avec le 60 millions de francs CFP, j'espère que vous avez des calculatrices qui vont très vite pour les euros. 60 millions de francs CFP, là on parle de cession-acquisition, donc ça veut dire qu'on a des rachats, donc on a vraiment des projets à forte valeur ajoutée qui sont présents ici en Calédonie. 42 entreprises réalisent ou ont réalisé du chiffre d'affaires. En fait, ça, c'est important pour un incubateur. C'est un bon indicateur de succès, finalement, puisque cette réalisation du chiffre d'affaires, elle est faite sur les innovations qui sont valorisées au sein de ces entreprises. Donc là, on parle vraiment de success story. On a aussi de la prospection hors territoire, donc ça avec les acteurs de l'écosystème. Et puis, pour ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, en termes de valorisation, on a 16 brevets qui ont été déposés, dont 7 qui ont vraiment une traction commerciale, donc une valorisation de ces innovations et des contrats qui sont passés sur ces innovations. Donc finalement, on a un joli bilan pour le pôle innovation sur ces 10 dernières années. Et comment cette innovation s'articule avec la recherche en Calédonie, puisqu'on est bien dans cet après-midi à thématique recherche et innovation. En fait, quand on parle d'innovation, c'est un mot vraiment galvaudé, c'est vraiment très à la mode. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est comment tout ça va s'intégrer dans la société. Et donc, je vous ai mis ici un des indicateurs qui est utilisé, qui est une mesure, en fait, finalement, de la maturité d'une innovation. C'est l'échelle TRL. Donc, TRL, c'est pour Technology Readiness Level. Ce sera à peu près les seuls mots d'anglais de toute ma présentation. En fait, c'est un outil qui a été mis en place par la NASA. Donc, on parlait ici d'innovation technologique, mais aujourd'hui, c'est aussi décliné pour des innovations, pour les autres innovations du type innovation sociale, par exemple.
En gros, ce qu'il faut retenir sur cette échelle, c'est que, alors je suis désolée, ça apparaît pas très bien, mais sur le bas de l'échelle ici, on est sur des TRL faibles, 1, 2, 3. On parle vraiment de recherche fondamentale. Et plus on monte, plus on va avoir des concepts qui sont... on va avoir des preuves de concept, pardon. Et donc, on va avoir des preuves de concept en laboratoire. Et puis, pour les niveaux supérieurs, une preuve de concept à l'échelle industrielle ou échelle réelle quand on parle d'innovation sociale. Concrètement, comment ça se manifeste quand on parle de recherche académique, donc de laboratoire et d'entreprise. Ici, sur la gauche, des TRL plutôt faibles, on a une recherche académique qui est extrêmement compétente à développer des projets, à faire sortir des projets de terre. Et puis, on a des entreprises qui, elles, attendent et produisent des projets plutôt sur des TRL 7, 8, 9, donc qui sont prêts à être déployés, prêts à être utilisés. Et donc, en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre ces deux extrémités-là du spectre. C'est comment on fait le lien entre les entreprises et les laboratoires, comment on passe de l'un à l'autre. Et c'est là où on utilise ces termes qu'on a beaucoup entendu, précédemment, c'est les termes de transfert et d'adossement. Donc, quand on parle de transfert, c'est comment on fait pour intégrer les innovations issues de la recherche au monde socio-économique. Et quand on parle d'adossement, là, souvent, les acteurs du monde socio-économique ont des produits et on a besoin de preuves de concept. On a besoin d'objectiver finalement l'efficience de ces innovations. Donc, en fait, quelques chiffres aussi par rapport à l'incubateur. Sur les 10 années, on a eu 11 projets qui étaient issus de la recherche et qui ont été valorisés. Et on a eu 13% d'adossement des projets donc qui sont retournés en quelque sorte à la paillasse pour objectiver les résultats. Et finalement, comme le disait Cyril, la création de cette cellule de valorisation de la recherche et de l'innovation, elle permet, bien sûr qu'il y a des synergies qui existent, mais là, l'idée, c'est de poursuivre tout ce qui se passe sur le territoire et de vraiment accompagner, de faire le lien entre cette recherche académique, cette recherche scientifique et les entreprises. Et ici, on parle vraiment donc, quand on parle de valorisation des résultats de la recherche, c'est comment faire pour utiliser les inventions, mais aussi les savoir-faire, les connaissances issues de la recherche, et qui ait vraiment un impact social et économique ensuite, et qui a un retour à la société de ces innovations. Ce qui est important ici de noter, c'est que en Calédonie, donc on a bien, en termes de recherche publique, on a bien l'intégration de tout le CRESICA, donc qui va vous être présenté tout à l'heure. Et ce que fait cette cellule, c'est qu'elle accompagne sur des questions de protection, par exemple quand on parle de brevets, et évidemment sur l'accompagnement à la mise en place de contrats de collaboration entre des entreprises, des laboratoires, mais également la mise en place de contrats de licence d'exploitation. Donc ça, c'est les missions et les objectifs de cette cellule de valorisation de la recherche. Donc, bien sûr, cette cellule s'intègre dans un écosystème de l'innovation. Donc, on a des acteurs du financement, de la formation, donc notamment de la formation et de la recherche via le CRESICA. Et puis, on travaille avec les clusters et puis, bien évidemment, des organismes tels que la French Tech pour permettre vraiment un accompagnement de ces projets. Tout ça, c'était beaucoup de paroles, mais quoi de mieux qu'un exemple pour illustrer. J'en ai même deux à vous proposer aujourd'hui. J'en ai un premier qui porte sur Allofit Solutions NC. Ça, c'est un projet qui est développé par Pauline Bonaventure, qui a réalisé un doctorat au sein de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Elle a fait son doctorat sur les plantes halophiles. Donc, c'est la petite image que vous avez en bas. En gros, c'est des plantes qui sont adaptées au milieu marin. Par exemple, on a le pourpier. Et en fait, elle a fait sa thèse sur ce sujet-là, sur la dépollution des estuaires, la dépollution en termes de métaux des estuaires. Et puis, dans le cadre de sa thèse, en recherche, on échange beaucoup avec ses pairs et elle rencontre à l'Ifremer deux collègues qui travaillent également sur le même sujet d'étude, les plantes halophiles. Mais ces collègues travaillent sur d'autres aspects qui sont le côté valorisation en termes alimentaires,
de ces plantes et également sur la dépollution des bassins aquacoles en crevetticulture notamment. Et donc en fait, ce que fait Pauline là, c'est que en accord avec l'Ifremer et donc vraiment avec ses contrats de valorisation de la recherche, et ben elle a monté un projet entrepreneurial. Elle était donc doctorante au début de cette aventure. Elle a intégré le pôle pépite et transfert du pôle innovation. Et puis, elle a vraiment développé sa posture entrepreneuriale. Elle est en train de monter son entreprise et elle est maintenant incubée au sein du pôle innovation. Elle a gagné 2 prix d'innovation et donc ces prix vont l'aider à poursuivre le développement économique finalement de son entreprise. Donc ça, c'était un premier exemple. J'ai un deuxième exemple de transfert également de la recherche et de ces liens et de comment la recherche peut être valorisée au sein du monde socio-économique. Et c'est avec l'entreprise Aura Pacifica. Donc c'est Thomas Crosset qui va venir directement vous parler de ça, parce que quoi de mieux que la personne qui a monté le projet. Thomas, je te laisse parler. Voilà, très, très rapidement, on peut l'applaudir. Merci Thomas de venir au pied levé. Donc, pour nous présenter en fait ta solution en quelques mots. Donc, je monte. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter très rapidement, si tu peux mettre la slide. Oui, bien sûr. Moi, je suis co-gérant de l'entreprise Aura Pacifica, et du coup, on a développé à la suite de travaux de recherche, puisque j'étais doctorant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et il y avait une thématique de recherche qui était en place depuis longtemps, qui était en fait l'utilisation des symbiotes mycorhiziens, qui sont des champignons microscopiques, pour restaurer les milieux miniers dégradés. Et du coup, mes travaux de thèse ont abouti à trouver une solution en fait efficiente pour la repousse des plantes après exploitation minière. Et du coup, on a, à la suite de mes travaux de thèse, pu produire ces champignons en laboratoire, donc créer une entreprise, produire ces champignons pour pouvoir les réintroduire en même temps qu'on réintroduit les plantes lors des replantations en fait au niveau des sites miniers qui sont dégradés. Donc c'est vraiment en fait l'interaction entre la recherche et le transfert de la recherche vers le monde socio-économique qui a abouti. Donc on a démarré l'entreprise en 2018 à la suite de mes travaux de thèse, et la première commercialisation de ces champignons a eu lieu en 2020. Et ensuite, on a continué aussi à travailler sur la recherche, notamment grâce à des projets, donc un projet ANR, financé par l'Agence nationale de la recherche. Donc c'est l'université qui est porteur, nous on est partenaire. Et là, on travaille du coup sur l'intérêt aussi de ces champignons dans des contextes de réchauffement climatique, et l'intérêt aussi de ces champignons sur la production de différents métabolites d'intérêt médicaux, sur des plantes donc, qui sont utilisées dans la pharmacopée française. Ensuite, on a développé une deuxième activité avec l'entreprise qui est la vitroculture de plantes, puisqu'à aujourd'hui, toutes les plantes, on va dire agronomiques, étaient produites en métropole, dans un laboratoire, comme la banane, qui est produite en vitroculture. Et donc, nous, on a développé en fait une unité locale de production pour pouvoir être autonome sur les semences de différentes plantes qui arrivaient jusqu'à aujourd'hui par vitroculture. Donc l'entreprise, elle est déjà en marche depuis un moment, et elle fonctionne bien. On a été aussi lauréat du projet PIOM Triade, donc avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer l'exemple d'une entreprise qui a su, grâce à la recherche, aboutir à des solutions qui sont maintenant passées dans le monde socio-économique en Nouvelle-Calédonie. Et on travaille également avec la Polynésie française et avec Fidji et avec Wallis et Futuna, donc au niveau de la région. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention, et s'il y a des questions, je serai disponible. Merci Thomas. Merci beaucoup Thomas. Je termine juste sur un dernier élément, c'est le speed meeting dont vous parlez Cyril tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment, si vous n'avez pas du tout compris ce que j'ai dit ou si c'était très clair, en tout cas, c'est vraiment l'occasion d'aller rencontrer les chercheurs et chercheuses de l'université. Donc cet événement aura lieu le 31 octobre prochain. Il y a un QR code. Si vous n'avez pas le temps de le scanner tout à l'heure, je serai présente, et n'hésitez pas à venir me voir, poser vos questions et scanner ce code et vous inscrire à cet événement. Je vous remercie et à bientôt. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, Mallory. Je vous propose qu'on enchaîne en fait les prises de parole et puis on gardera un petit temps, bien évidemment, pour les questions. Donc là, on va accueillir Laurent L'Huillier qui représente le consortium du Cressica. Donc, tu vas nous expliquer, je l'espère, un petit peu le rôle et les missions du Cressica et justement bien comprendre quel trait d'union vous faites entre monde économique et monde de la recherche. Est-ce que le silo est toujours aussi profond ou est-ce que, non, au contraire, les relations se resserrent? Je lance par où? Il suffit de continuer. Comme tu veux. Tu vas faire ça. Nickel. Tu es libre. À droite. Yes. Merci. Donc, on revient un petit peu. Bon, c'est des allers-retours, mais c'est pas un problème. Au contraire, on revient plus sur l'écosystème de la recherche. Et puis, j'essaie de vous montrer comment le Cressica, en l'occurrence, interagit avec le monde économique. Je me présente d'abord, donc Laurent L'Huillier, je suis le directeur général de l'IAC, Institut agronomique néo-calédonien, et je viens surtout au titre de ma fonction de vice-président du Cressica. Je crois que dans le programme, il y a marqué que c'était Benoît Soulard qui devait intervenir, mais c'est pas grave. C'est pour illustrer qu'en fait, au sein du Cressica, on est interchangeable. On a tous une légitimité pour parler notamment d'innovation, de transfert et de recherche, bien sûr. Voilà, donc on a décidé il y a 2 jours plutôt que je viendrai à la place de Benoît. Merci Benoît, mais il aurait pu tout à fait assurer cette fonction. Une question avant de commencer. Est-ce que dans la salle, certains n'ont jamais entendu parler du Cressica? Levez la main, s'il vous plaît. N'hésitez pas. 1, Bien haut la main. 2, 3, 4, 5, 6. Alors nous avons 7, des... 8. Laurent, Allez, nous on va avons- dire une dizaine. Ah, ben alors Laurent, nous avons, ça triche un peu, nous avons en fait des invités, tu sais, qui Non, nous mais- viennent des Antilles, de la Guadeloupe. Tu Bah, penses que mais c'est justement, c'est l'aura du normal. Cressica... Mais donc, je traduis que là, vous êtes au moins 50, 60, 80 peut-être une dizaine seulement, donc c'est très peu. Ça me réconforte dans le fait que finalement le Cressica est un peu, au moins un peu connu. Donc, si jamais vous ne connaissez pas suffisamment, c'est un consortium de recherche qui s'intitule donc Cressica pour Consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation. Donc, c'est le thème qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous réunit et en Nouvelle-Calédonie. Alors, on essaye de rayonner au-delà, mais c'est essentiellement la Nouvelle-Calédonie qui nous intéresse. Voilà, donc j'avance parce que je crois qu'il faut aller assez vite. Et j'ai des diapositives un peu chargées, semble-t-il, donc je vais aussi de les faire plus simples que ce qu'il y a peut-être décrit. Ce qui a motivé la création du Cressica, c'est essentiellement le fait qu'on s'est appuyé sur la loi Fioraso de 2013 qui incitait les établissements de recherche et d'enseignement supérieur à se regrouper. Donc ça a été notre première démarche, bien qu'on collaborait déjà avant, hein, évidemment, ce n'est pas complètement nouveau, mais ça nous a incité à aller plus loin et donc à faire que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation travaillent encore davantage ensemble. Donc l'idée, c'était de faire collaborer, c'est ce qui est inscrit, hein, donc les établissements publics, locaux, pour répondre davantage aux questions qui intéressent la Nouvelle-Calédonie et donc d'être utile au territoire. Donc en Nouvelle-Calédonie, c'est un consortium qui s'est voulu dès le départ très souple, très agile. Et en fait, au bout de 10 ans d'existence, on se rend compte que ce format, finalement, nous convient bien. On a beaucoup réfléchi à faire évoluer le Cressica. On n'a pas encore terminé notre réflexion parce que finalement, notre modèle de fonctionnement est assez intéressant et on va peut-être encore le faire perdurer quelque temps pour justement ces questions de souplesse. Voilà, le Cressica réunit 9 établissements au jour d'aujourd'hui qui sont listés. Je ne vais pas tous les lister, mais l'université, bien sûr, et l'IRD, le CNRS, l'IAC. Enfin, vous les avez là. Donc, je passe rapidement. Les stratégies du Cressica. Alors, on a très vite rédigé notre document stratégique dès la création du Cressica en 2014. D'où le logo d'ailleurs en bas. Hein. On fête les 10 ans du Cressica cette année et on commence à utiliser ce logo qui est depuis quelques jours seulement, quelques semaines peut-être, pour aussi profiter de l'élan de la fête de la science là, qui va démarrer. Voilà, donc on fête les 10 ans du Cressica. Ce document stratégique s'appuie sur 3 axes principaux, qui sont donc la valorisation et la préservation du capital naturel, autant le capital naturel lié aux ressources biologiques que ressources minérales. Ensuite, les questions d'amélioration de la santé
Et puis, troisièmement, l'accompagnement des évolutions institutionnelles, culturelles et sociétales. Voilà. Et également des axes transversaux que vous avez là, qui sont, bon, c'est pas une surprise, hein, les enjeux en matière de changement climatique et d'adaptation, d'insularité et de globalisation, qui sont spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement, hein, à toutes les îles du Pacifique, entre autres. Et puis les questions de plus en plus prégnantes de transition énergétique et de transformation économique. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Je vais assez vite aussi sur les compétences. Alors, le CRESICA, vous imaginez bien qu'avec 9 établissements, dont certains sont quand même assez importants en taille, hein, dont l'université en premier lieu, couvre beaucoup de domaines de compétences. Vous avez entre parenthèses une idée aussi des projets qui sont menés actuellement. Il y a plus de 180 projets de recherche qui sont menés au jour d'aujourd'hui. Et dont nombreux de ces projets, alors je n'ai pas le chiffre précis, mais beaucoup de ces projets-là se mènent aussi en partenariat avec le monde économique. On a vu l'exemple avec Thomas il y a quelques minutes. Et plus de 400 publications scientifiques chaque année en moyenne. Voilà, les domaines dans lesquels nous intervenons, bon, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, mais les principaux domaines sont là. Par exemple, le domaine de l'environnement et du vivant, c'est un domaine très important dans lequel il y a beaucoup de compétences au sein du CRESICA, mais pas seulement. Et puis, en dernier de la diapositive en bas, vous avez les ressources. Donc, ce sont plus de 200 personnes, cadres de recherche, c'est-à-dire les chercheurs et les ingénieurs qui sont de statuts différents selon les instituts, mais qui sont des personnels permanents, auxquels on peut ajouter des CDD et des doctorants, qui contribuent également beaucoup à faire progresser la recherche et l'innovation. Voilà. Et puis, il y a aussi la possibilité de recruter des jeunes chercheurs sur des projets en particulier. Pour continuer, juste une petite phrase en bas pour que chacun est bien conscient, je pense que c'est le cas de tous, mais quand même, c'est bien de le rappeler, que l'innovation fait bien partie intégrante du métier de chercheur. D'ailleurs, sauf erreur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y avait le « I » dans le précédent ministère. Alors, je crois que dans le nouveau ministère, ils l'ont enlevé, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'était le MESRI, pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, c'est bien que l'innovation fait partie aussi de la recherche, partie intégrante, et fait partie donc du métier du chercheur. Les outils dont dispose le CRESICA, d'abord, ce sont des outils en termes d'équipement. Vous avez là une liste des domaines dans lesquels les équipements existent. Une centaine d'équipements scientifiques ont été acquis sur les 10 dernières années. Je ne vais pas faire la liste ici, hein, mais vous les avez sur le site internet du CRESICA. Vous avez un excellent site que je vous propose d'aller voir quand vous aurez le temps, qui donne notamment cette liste de matériel scientifique. Alors, ce matériel scientifique, voilà, ils sont organisés sur des plateformes. Là aussi, je ne vais pas faire la liste, vous les avez à l'écran, vous pouvez les regarder rapidement, ces plateformes. Donc, l'analyse du vivant, vous imaginez bien que derrière ce que ça veut dire, notamment tout ce qui est génétique, par exemple, et également analyse physico-chimique, etc., etc. Et ces matériels, alors ça c'est intéressant aussi pour le monde économique, sont accessibles, plus ou moins, ça dépend des matériels, hein, mais en général sont accessibles, alors sous différentes formes d'accession. Alors il peut y avoir une prestation sans accompagnement, c'est-à-dire que si vous avez la compétence pour utiliser un matériel, vous pouvez demander à y accéder sans être accompagné. Sinon, pour un matériel qui pourrait être un peu compliqué à manipuler, ben, il peut y avoir une prestation accompagnée avec quelqu'un du CRESICA. Et puis, ça peut aussi faire l'objet d'utilisation de ce matériel à travers des collaborations scientifiques sur des projets. Voilà, donc les projets en cours aussi de mise en œuvre sur des outils importants, je ne veux pas y revenir parce que Cyril en a parlé, donc, notamment le Vectopole et puis le bâtiment Blue Green Tech, qui sont en phase de construction et livraison l'année prochaine, cette année peut-être ? Septembre 2027. 27, oh là, je vais un peu trop vite. Voilà, c'est donc des gros projets. Encore 2 diapositives. En termes de collaboration dans l'ère Pacifique, parce que c'était un sujet qui pouvait intéresser notamment certains parmi vous qui viennent d'autres en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Le CRESICA, notamment à travers l'université, fait partie d'un réseau, le PIURN, qui rejoint une quinzaine d'universités du Pacifique. Il fait partie bien sûr aussi de l'AUF, hein, l'Agence
universitaire pour la francophonie et un certain nombre d'autres réseaux thématiques dans lesquels le CRISICA s'inscrit, donc le réseau Horstnet pour la sismologie, important dans la région, hein, le réseau Riftamp pour les eaux côtières, etc. Voilà. Beaucoup de projets sont financés par la France ou l'Union européenne et qui impliquent des acteurs océaniens dans nombreux de ces projets-là. Vous avez des exemples là aussi entre parenthèses. Et nous avons, alors ça c'est quelques informations rapides, mais une habitude de collaborer avec pas mal de pays de la région du Pacifique, là, qui sont listés. Alors, beaucoup le Vanuatu, pour des questions de proximité peut-être, et puis aussi le fait qu'il y a beaucoup de francophones au Vanuatu, encore, etc. Bon, je ne vais pas lister tous les pays, parce qu'il y a aussi 3 petits points. Et donc, Florent Olivier, qui était là à ma place tout à l'heure, en attendant que j'arrive, excusez mon retard encore, a fait un travail d'inventaire des projets financés par le Fonds Pacifique. Alors, pas exhaustif, parce que c'est un énorme travail, mais je crois qu'on est remonté sur les 10 dernières années, 5 ou 10 dernières années. Donc, on a une cinquantaine de projets qui ont été cofinancés par le Fonds Pacifique et en collaboration avec des organisations internationales. Donc voilà, CPS et de nombreux pays, donc encore une fois de la région. Voilà, et puis je finirai sur cette diapositive qu'il y a quand même une habitude au sein du CRESICA et des membres du CRESICA à travailler avec ces pays de la région. Pour terminer en dernière diapositive, quelle collaboration avec les filières économiques? Je pense que c'est peut-être celle la diapositive qui vous intéresse le plus. Voilà, donc des outils existent pour permettre ces collaborations. Donc, on l'a cité, je ne vais pas y revenir parce que Cyril l'a aussi dit, il existe des compétences et des structures locales comme le pôle innovation, le pôle pépite, etc., qui permettent aussi d'enrichir ces collaborations entre la recherche et puis le monde économique. Il y a l'appui des cellules de valorisation. Alors, ces cellules de valorisation qui existent, vous le savez sûrement, au sein des organismes de recherche, alors qui existent plus ou moins. En tout cas, elles existent au niveau des centres de recherche nationaux. Tous les grands centres de recherche au niveau national, comme le CNRS, vous en doutez, parce que c'est le plus grand centre au niveau national, mais même au niveau de l'IRD, au niveau d'IFREMER, il y a des cellules de valorisation qui sont certes en métropole, dans l'Hexagone, mais qu'on peut mobiliser au titre du CRESICA lorsqu'il y a des sujets pour lesquels on n'a pas forcément les compétences en local. On peut questionner à travers nos représentants locaux ces cellules de valorisation. Et il existe aussi, alors aussi Cyril et puis Mallory l'ont dit, cette cellule locale qui donc est en émergence, voilà, donc, à travers le CRESICA et le projet Triade, donc d'adossement, transfert et puis adossement aux entreprises. Pour finir, je vais faire très vite, hein, donc nous avons de nombreux projets et même des projets qui sont menés, et certains avec succès. Donc, une habitude de travailler avec le monde économique de plus en plus, je dirais, parce que si on revient 10 ans en arrière avec le début du CRESICA, on ne partait pas de zéro non plus, évidemment, mais j'ai quand même le sentiment, même si c'est difficile à mesurer, hein, parce qu'on n'a pas forcément une mesure identique avec un indicateur annuel qui permettrait de bien le mesurer, mais j'ai quand même le sentiment très fort qu'on a un rapprochement qui est de plus en plus fort entre le monde de la recherche et le monde économique. Voilà, nous sommes sollicités au niveau de la recherche par de nombreux acteurs du monde économique. Alors, entre parenthèses, vous avez toute une liste là qui n'est pas forcément exhaustive non plus. Dans le domaine de la gestion de l'eau, le nickel, évidemment, mais pas que. Le monde de l'agriculture et de l'aquaculture, de la santé, évidemment, et aussi biotechnologie, l'énergie, les systèmes d'information et d'observation, etc. Les enjeux, les grands projets structurants, on a cité 2 qui sont les 2 plus récents et les plus importants qui sont menés au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a le projet Triade en particulier pour le trajectoire recherche-innovation pour une alimentation durable. Voilà, TI, bon, je ne vais pas développer non plus que ça. Voilà, et donc des collaborations avec les entreprises qui peuvent s'opérer sous des formes diverses et variées. Alors, je fais 3 petits points parce que là, ça peut être assez long à développer et je propose plutôt qu'on en discute en atelier ou après la formation. Voilà, merci. Juste peut-être quelques points de vigilance. Vous savez certainement que la recherche, on s'inscrit sur des pas de temps longs. On reproche souvent la recherche d'être trop long. Je vais essayer d'être court. Je finis, hein, je te rassure, Charles.
Alors c'est vrai, dans beaucoup de cas, il peut y avoir des cas aussi où une entreprise peut être adossée à la recherche, mais sur un projet qui a déjà un background important et finalement le développement peut se faire plus ou moins vite. Enfin, on travaille, je regarde Régis par exemple, on est parti ensemble avec le CIRAD, Neofly et puis l'IAC, on n'est pas parti de rien non plus, il y avait déjà des connaissances existantes ailleurs, qu'on a rassemblées et puis qu'on a petit à petit adapté, amélioré localement et ça progresse quand même relativement vite. Peut-être pas assez aux yeux de certains financeurs, mais en tout cas, je trouve que ça progresse, en tout cas bien. Alors certes, voilà, c'est long, mais la garantie du partenariat, c'est que les résultats sont quand même des résultats de qualité. Donc ça, c'est l'avantage que vous avez aussi. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi pour cette présentation, effectivement, de l'histoire du Cressica et de ce consortium. We are very happy to have today Stuart Minchin. Stuart, you are the CEO, the General Director of the South Pacific Commission. And I know that you have an extensive experience in information sciences, especially in Earth observation and water management. And today, you will give us some more details on how SPC contributes to research and innovation among Pacific Islands. Merci. Je suis désolé. Mon français est mauvais, très mauvais. Donc, je parlerai anglais. So I'm going to talk in two parts. I'm going to tell you a bit about SPC first, and then share with you some of the innovations that SPC is undertaking for the entire region. First, about SPC. SPC is not a research organisation primarily. We are a science and technical organisation tasked with making all Pacific people's lives better. That's what we're here for. We've been here for over 75 years, and we work on behalf of not one country, but 27 countries across the region, as you can see. So SPC is here to serve all of those countries at once. Consequently, we don't do a lot of work individually in individual countries, but we do many, many projects that cross borders across many of our countries. We are the only organisation in the region that actually has expertise across all of the Sustainable Development Goals, and here are some of the sectors and disciplines that we have expertise in. We have 830 staff, 830 staff across the Pacific working in these areas. We have an annual budget of around 130 million euros, and it is all about making Pacific people's lives better. We are lucky to be headquartered here in Noumea with 330 staff here in New Caledonia. We have 450 staff in Fiji, and we have offices in Vanuatu, in Federated States, Micronesia, and in Tonga. So that's just a quick introduction to SPC. Now I want to talk about just some of the innovations that are happening. As I said, we don't do research for researchers' sake. We do it to help the region become better. And I'm just going to touch on a couple of those and then do a deeper dive into one in particular. Obviously, in the tech area, data is a key issue, and we manage the Pacific Data Hub on behalf of all of those countries. So this is where those countries store their publicly available data and information, everything from their census and statistical data through to geospatial data, the reporting against SDG goals. There's just a huge resource here, and you can access that at any time for the region, including for New Caledonia. So it's worth visiting pacificdata.org. This is a treasure trove for the region of available data. One of the key things that we're trying to achieve in the next
few years in the region is to digitally enable the Pacific. We think that there are many benefits to this, economic benefits for the region. Economic growth can occur in our island countries that are currently face real difficulties moving goods and services around. In a digital world, they can do that online and actually compete in a global marketplace to provide services. But also for our people, having access to digital information is incredibly powerful. We're working in our health and education areas at the areas of telehealth and teleeducation, because we believe that the advent of connectivity through innovations like Starlink in our region will mean that every village can have access to a doctor online. Every village can have access to the internet. Every child can have access to the internet. I've visited many of our island countries. I was quite shocked in some of them to see the schools that our children are learning in. I visited 2 schools in Chuuk State in Micronesia. In Chuuk State, there are 42 islands. Only 2 of them have power, right? And visiting 2 of the schools there, these schools had a concrete floor, no tables, a blackboard at one end, and 1 light bulb, which was able to be run with a generator. Right? So how are children growing up in a school system like that going to be able to engage in a digital world? We have to urgently get this kind of technology out to these students. One of the big things that SPC does in the region is fisheries science. And this is just an example that's recently been published in Science Reviews, I think the journal, on work that's going on in SPC using artificial intelligence to identify fish. And I saw the great display downstairs of the virtual aquarium. It's the same sort of technology, but this is being used now by countries in the Pacific to actually track how much fish is being caught in their local marketplace. So the idea is that the country representative goes out with an iPad, effectively, and captures photographs of the fish being sold in the market. The AI tool then gives size and species data and transfers that back so that they've got a ready mechanism for actually tracking the catch of these coastal fisheries across many of these countries. So that's just a little bit of a taste of some of these innovations. I want to touch on a deeper example, which is one that is close to my heart and was mentioned in my introduction. And this is a project called Digital Earth Pacific. Digital Earth Pacific is an innovation that is now available across the region. You can find it at digitalearthpacific.org, but I'll explain what this is. We've been measuring the Earth via satellite for 40 years, from Landsat, from the European Copernicus program, but we haven't been making very good use of this information in our region because it's very complicated to turn what is a photograph from space into actual data that you can use and make decisions on. It's a very technical process. A few years ago, in a previous role, when I was in Australia, we developed a tool to do this. It's called a data cube that transforms these photographs from space into what we call analysis-ready data that allows you to derive decision-ready products across the whole continent or across whole regions. This tool was transformative in Australia, and we open sourced this to the world, and you can see now that there are the yellow countries have this actually operating, and the red countries are developing this as we speak. So all of Australia has this capability, all of Africa has this capability. We developed this for 54 countries in Africa. South America is progressing rapidly, Switzerland, India, Thailand, etc. And this did not
exist in the Pacific. So one of my tasks coming into SPC was to make this happen for our region. And why did we want to do that? Well, we wanted to do it because if you look at the value that this brings, this is an example from Africa. This was the World Economic Forum's report on the economic value of Digital Earth Africa to the African economies. And they said that each year it brings $500 million of value to the Africa's Earth observation industry. This is startups, this is space tech, this is Earth observation startups, etc. that it was actually generating a lot of effort with. It improves agricultural productivity and it saves countries a lot of money from illegal gold mining. So in total, the impact on African economies was $2.3 billion per year from this effect. So we want that sort of benefit to accrue for the region in the Pacific. This is available now across every island, every atoll, every rock in the Pacific, including New Caledonia, including French Polynesia, through to Pitcairn Island, Papua New Guinea, everywhere. You can access this tool. And I'm going to show you 3 of the products from this tool. The first product is Pacific Coastlines. And what this does is looks at how our coastlines have changed over the last 25 years. So what you're looking at here is some disappearing islands in the Solomon Islands. If you look at this big island down at the bottom, the blue outline you can see is how large the island was in the year 2000. And the white, the inner outline, is how large it is now. So this island is disappearing quite rapidly as sea levels change, as erosion occurs. And you can see some of the other islands in this area are disappearing as well. An example that's closer to home from this is Ilotenia. For those of you that go camping around here, you'll know that at Ilotenia, in this top corner, there are huts that have fallen into the water. But this actually shows you how that erosion has occurred over the last 20 years and how it continues to occur. So this is a monitoring capability for every island, every little sand key, every bit of the Pacific. And you can access this online now for free and for everywhere. The second product, Water Observations from Space. This looks at presence or absence of water. The blue areas are areas that have always been wet for that year. The red and yellow areas are areas that were sometimes wet, sometimes had water. So these are the floodplains, the flooded areas. And you can do this analysis over 20 years and see places that you might anecdotally know were flooded back 15 years ago, but you're not sure what areas were actually underwater. This can show you this directly and is very useful for flood warnings and many other purposes. Last example is again a local one. This is Pacific mangroves. So what you're looking at here in the light green is sparse mangroves, and in dark green, thick mangroves with lots of leaves. The picture you're seeing here is from 2016. And if I compare this to 2022, I don't know if you can see the change, but in 2016, there's a lot more dark green in these mangroves around Noumea than in 2022. Now, that could be the cumulative impact of a number of the cyclones that have come through. It could be development that's going on. But we can measure the change in every mangrove everywhere in the Pacific and quantify that and be monitoring that on an ongoing sense. So SPC is trying to develop these tools as platforms for all of our member countries, but they're also great opportunities for small tech companies to build on top of this. This is infrastructure that you can make use of. It's reliable, it's operational, it will be there in the long term. And I can envisage many potential uses. I saw the drone startup talking before, right? So using tools like that to enhance this information for local communities could be a huge opportunity for many of you in the room. So I'll stop there and thank you very much. Thank you.
Alors, nous avons quelques minutes pour effectivement avoir des questions de la salle. We have about 10 minutes for some questions for you. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités sur justement ces liens entre innovation, recherche et outils et solutions qui sont proposés? Hello, I'll go in English because the question is for Stuart. My name is Stefan, I'm from Vivatech. Nice to meet you. Actually, my question was more, where do you get your fundings? Yeah, thanks. That's a great question. I mentioned that our annual budget is about 120 million euros. About 20% of that comes from the member countries themselves as assessed contributions or voluntary contributions to the organisation. And about 80% of our budget comes from project or program investments from in some cases from those member countries as well, and like Australia, New Zealand, France, the US, the UK, but in many cases also through organisations like the World Bank, Asian Development Bank, the EU are a big investor in us. So it's a mix of these different things. We are also working at the moment to improve or to bring philanthropic money into the region. So one of our big projects at the moment, we've got the Bezos Earth Fund. Jeff Bezos has contributed $100 million to the region. We see that as a huge opportunity. If you look globally, 49% of foreign aid comes from philanthropic, but in the Pacific it's 4%. Right? So we think there's a lot of room in this region for philanthropic money to come and help assist us with our challenges, which are very significant. Donc, on a du chemin à faire effectivement pour aller lever des fonds, des mécènes internationaux, des grandes fortunes. Ce soir, Stuart nous disait qu'ils avaient réussi à aller chercher des fonds de la fondation de Jeff Bezos. Petite question peut-être, Stuart, have a question for you. How do you support the countries in using the tools you're giving them? Because it's a lot of technology, maybe they don't have the competence. That's a good question. It's very important when you develop tools like this to also have a capacity building program alongside that. So in the case of Digital Earth Pacific, we have not just funded the production of the images and the tools, the tech tools, but we've got an ongoing program of teaching, workshops, accreditation, where we're doing secondments of people from island countries in to be part of the core team. And we have a whole program of work associated with that. In Africa, we're using some of the teaching materials from Africa that were actually translated into French, of course, for the African French countries to bring into the region, of course, as well. So it's critical that it gets used, and being, just creating the tech and hoping people will use it is not good enough. You've got to actually have a strategy for getting the people skilled up to use this. But the important bit here is it's not trying to change everyone into Earth observation scientists. It's actually trying to change the products into very understandable and easy to use for the non-expert. So Je vais faire un résumé rapide, sauf si tout le monde a compris. Donc, effectivement, je posais la question sur c'est bien de mettre à disposition ces outils numériques au service des territoires du Pacifique, mais comment est-ce qu'on les accompagne à utiliser en fait tous ces outils-là? Donc, Stuart disait effectivement qu'il y avait des programmes d'accompagnement aux usages, à l'utilisation, comme ça, en prenant l'exemple par exemple de l'Afrique auprès des enfants, mais que à côté de ça, il faut surtout aussi rendre ergonomiques ces solutions pour qu'elles soient le plus utilisées. J'ai une petite question aussi pour notre écosystème de la recherche, Cyril, Maro-Lori et Laurent. Alors, c'est vrai, je ne peux pas m'empêcher de le dire, on a quand même en Nouvelle-Calédonie beaucoup de compétences. Saviez-vous que Cyril Marchand faisait partie des 2% des chercheurs les plus cités au monde? Et il est quand même en Nouvelle-Calédonie, c'est un spécialiste des mangroves. Et justement, par ton expérience, toi qui as été dans plusieurs pays du monde, donc en contact avec d'autres chercheurs du monde, comment est-ce que tu vois
cet état d'esprit du chercheur face à l'innovation. Est-ce que c'est quelque chose en fait que tu as vu un petit peu se développer? Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est, on va dire, peut-être dans l'ADN de certains seulement? Oui, merci Charlotte pour le clin d'œil, c'est sympa. Je vais reprendre ce qu'a dit Stewart juste à l'instant. Il ne faut pas changer les scientifiques, mais il faut peut-être faire évoluer les produits de la recherche. Et ta remarque sur les silos, elle est toujours valable. Bien entendu, le scientifique est évalué sur ses publications. Et tu viens de mettre en avant mes publications. C'est notre seule façon, en fait, pour nous d'avancer. La science, elle est internationale. Ce que nous faisons ici en Nouvelle-Calédonie, ça va être utilisé ailleurs dans le monde. Donc, c'est notre façon de fonctionner. C'est ce qui fait avancer la science. Les petites briques que nous pourrions acquérir ici, elles seront utiles ailleurs. Par contre, ici, on peut construire des petites briques et faire des liens pour que justement les résultats de la recherche soient utilisables soit par les collectivités, soit par le monde socio-économique. Donc non, nous ne changeons pas les scientifiques et leur travail, surtout pas, mais nous faisons en sorte de recruter dans nos organismes des personnes qui vont être en capacité de faire le tour des laboratoires et de rendre les résultats accessibles. C'est le cas de Mallory pour le monde socio-économique, mais nous avons recruté aussi au sein de l'université un chargé de mission du transfert des résultats de la recherche vers les collectivités, puisque potentiellement elles peuvent en avoir besoin. Les directions techniques, si on prend la gestion des mangroves, elles ont besoin de résultats éclairés pour prendre des décisions, et ça c'est le rôle du scientifique d'acquérir le résultat, et ensuite nous on se débrouille pour rendre ces résultats accessibles et utilisables. Et donc ça, c'est assez nouveau finalement d'avoir des ressources qui sont là pour faire le lien à la fois entre les collectivités et les entreprises. Alors, pour nous, université, c'est assez nouveau. Le CNRS le fait seulement depuis une dizaine d'années. Alors, ensuite, nous avons d'autres organismes de recherche. Je vois Laurent qui souhaite prendre le micro et je vais lui donner. Tout dépend de la spécificité et du statut de l'établissement de recherche aussi. Nous, université, nous sommes un établissement public d'État. Il y a des établissements de recherche sur le territoire qui dépendent des collectivités et qui répondent aux commandes des collectivités. C'est notamment le cas de l'IAC, Laurent, si tu veux. Oui, c'est bon, ça marche. Ouais, merci Cyril. Je partage bien sûr. Je voulais juste apporter peut-être une nuance quand on dit on ne va pas forcément changer le chercheur qui, dont sa mission principale est de faire avancer les connaissances et de publier ses connaissances dans des revues évaluées par ses pairs, etc. Bien sûr, ça reste le cœur du métier du chercheur. Mais je constate quand même que dans l'évaluation de la recherche menée par l'HCERS, les critères d'évaluation évoluent. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, hein, l'HCERS, c'est la haute autorité nationale en matière d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors, moi, je n'ai pas une grande expérience, mais on a eu une quand même récente, puisque l'IAC a été évaluée par l'HCERS l'année dernière. Et il me semble que dans les critères qui évoluent finalement assez régulièrement, en tout cas ceux qui ont été appliqués à l'IAC, et ce n'est pas spécifique à l'IAC, c'est parce qu'on a été mis dans une grille d'évaluation qui correspondait, je crois, aux grilles des UR, des unités de recherche. Il y avait 4 grands domaines, qui est évidemment le premier, la production scientifique, mais un domaine important aussi qui était pris en compte par les évaluateurs, c'est les interactions avec le monde socio-économique. Donc ça rentre dans l'évaluation de la recherche au jour d'aujourd'hui, probablement aujourd'hui plus qu'avant. Donc Très quelque important. part, les chercheurs sont aussi guidés, poussés à interagir davantage avec le monde économique au jour d'aujourd'hui que ça ne l'était peut-être il y a 5 ans ou 10 ans. Merci. Oui, peut-être Mallory, effectivement. Ouais. On se rend compte que ta mission est très importante de trait d'union entre le chercheur et le monde économique. Comment tu vois un petit peu ta feuille de route? Justement, pour compléter les propos de mes collègues, il y a aussi une chose qui est importante. Donc, je suis intégrée au sein de l'université. L'université, elle a aussi une mission de formation. Et donc, moi, dans les missions là, de la cellule de valorisation, il y a tout un enjeu de sensibilisation des chercheurs qui sont établis, mais aussi des jeunes chercheurs et chercheuses, notamment en doctorat. Donc, ça aussi, c'est très important. Tu parlais d'ADN, Charlotte. Il y a aussi l'environnement. Et donc, dans les modifications de cet environnement, il y a former les chercheurs à la valorisation, à l'innovation, à la protection aussi, puisque bien sûr qu'on n'enlève pas l'enjeu majeur de publication des chercheurs, mais on peut publier en prenant en compte ces notions de protection et de brevet notamment. Donc voilà, cet accompagnement-là, il est important de le faire. Et donc voilà. Eh ben, écoutez, un grand merci. Je pense qu'on peut les applaudir parce que effectivement, ils nous ont donné
une belle photographie, un bel état des lieux, en tout cas, de ce qui est fait. Et puis surtout, je trouve de belles perspectives dans les liens innovation-monde économique. Donc, on se retrouve d'ici 20 minutes, une demi-heure. Pour la suite, au programme, nous avons de nouveau en fait des pitchs de start-up d'outre-mer. Nous aurons une table ronde sur les data très important. Et puis, ne manquez pas hein, le théâtre d'improvisation avec un comédien bien particulier qui est une intelligence artificielle. Donc, à partir de 18h, ici même. Donc, bonne pause et à tout à l'heure.